Bonsoir à tous. J'espère que vous avez le moral ce soir parce que je ne vais pas vous remonter le moral, justement. Je me suis dit d'ailleurs que c'était un guet-apens de me faire parler de la guerre après tant de légèreté. Alors aujourd'hui, je vais aborder avec vous la question des nouvelles frontières de la conflictualité. Nouvelles frontières de la contestation. Donc, évidemment, vous savez qu'on est dans un environnement géopolitique qui est extrêmement volatile depuis quelques mois déjà. Et l'intérêt ce soir, c'était d'en analyser un petit peu les répercussions en matière justement de concept de frontières. Alors, si je vous demande, avant de commencer, de fermer les yeux, et en 3 secondes, je vous promets, je serai toujours là quand vous les rouvrirez, hein. En 3 secondes, visualisez une frontière. Pof, voilà, c'est fait. Je suis presque sûre que vous avez visualisé quelque chose de palpable, que vous avez visualisé un mur, une barrière, voilà. Or, une frontière, c'est une ligne. C'est une ligne qui peut être matérielle, mais qui peut être aussi immatérielle, qui peut être invisible. Ce qui définit une frontière, c'est qu'elle délimite un territoire, une souveraineté. Les frontières, et je crois qu'il faut avant tout commencer par ça, les frontières, ce sont des représentations humaines. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de frontière qui soit naturelle en soi, parce qu'on a une chaîne de montagnes qui a une frontière, ou un fleuve qui a une frontière, même si évidemment c'est plus pratique de le matérialiser comme ça. Une frontière, c'est avant toute chose, en tout cas en ce qui me concerne ma discipline, c'est le résultat d'un rapport de force géopolitique. La frontière s'arrête là où l'équilibre entre deux puissances s'est trouvé. C'est d'ailleurs pour ça que les frontières bougent en fonction de l'équilibre des puissances. Et les frontières, elles sont surtout des constructions qui sont issues de nos représentations mentales. Et donc, c'est autour de ces 3 notions, limite, territoire, représentation, que j'articulerai mon propos. Alors, revenons sur cette question des limites. Alors, j'ai pris mon titre, j'ai volé mon titre à 2 penseurs de la guerre, 2 théoriciens de la guerre chinois, qui ont publié un ouvrage en 1999, donc, qui s'appelait La guerre hors limite, et qui montrait justement que nous rentrions dans un temps où la conflictualité débordait le champ traditionnel de la guerre. Et que donc, effectivement, aujourd'hui, la conflictualité s'est étendue à de nouveaux champs qui sont justement des domaines où la notion de frontière est très floue, très peu palpable. Le premier espace, alors a priori dans cette première partie, je ne vais rien vous apprendre, hein. Ce sont des choses que vous avez identifiées dans l'actualité géopolitique de ces derniers mois. Le premier espace dont je vais parler, c'est le cyberespace. Le cyberespace, au moment de sa conception, au moment où il commence à se développer, notamment à la fin du XXe siècle, c'était un espace qui était présenté comme un espace social global où aucun droit de souveraineté ne pouvait s'exercer. Vous avez ici un extrait de John Barlow qui publie en 1996 une tribune au moment où le législateur américain tente de réguler Internet. Et sa réponse, et c'est celle de l'esprit libertarien qui a prévalu au moment de la mise en place du cyberespace, vous ne repousserez pas le virus de la liberté en érigeant des postes de garde aux frontières du cyberespace. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est très loin de cette conception d'un cyberespace qui soit un espace commun, partagé, un espace social global, mais au contraire, c'est devenu aujourd'hui véritablement un espace d'affrontement où se joue une conflictualité très forte. Ça se voit aux cyberattaques, ça se voit à la guerre informationnelle, ça se voit également dans les virus informatiques qui constituent, tous ces éléments-là, constituent aujourd'hui des stratégies qu'on appelle des stratégies de contournement ou de complément de la lutte armée. Et vous en avez une visualisation intéressante dans ce petit graphique que je vous ai mis justement sur la guerre en Ukraine. On me demande souvent, est-ce que la guerre en Ukraine a commencé
en 2022. Pas du tout. La guerre en Ukraine, si on regarde ce qui s'est passé dans le cyberespace, elle a commencé en 2013. Vous avez donc, vous voyez, des attaques du logiciel Black Energy, cyberattaques sur des infrastructures critiques. Vous avez également des cyberattaques sur des chaînes de télévision. De nouveau, une attaque qui a provoqué un blackout. Vous avez le fameux virus dont vous avez probablement entendu parler, NotPetya, qui s'est disséminé sur l'ensemble de la planète. Et vous avez encore, donc, au moment du début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, eh bien, des cyberattaques massives, notamment sur le réseau satellitaire. Et globalement, dans les 2 premiers mois du conflit en 2022, on a comptabilisé pas moins de 300 cyberattaques. Donc aujourd'hui, le cyberespace, c'est devenu le 5e élément, le 5e espace de la guerre. Autre espace justement nouveau de confrontation, c'est l'espace extra-atmosphérique. Cette nouvelle frontière que désignait Kennedy en 1962, mais avec un grand F, donc il s'agissait pour lui d'un nouvel espace d'exploration, de découverte pour l'humanité. Il est clair qu'aujourd'hui, ça n'est absolument plus cette conception-là qu'on en a, en tout cas sur le plan géopolitique. Bien entendu, les frontières, l'espace en tant qu'espace à découvrir, en tant que domaine à explorer, existe toujours. Il y a toujours des explorations scientifiques, mais c'est un espace qui, dès l'origine, a certes été militarisé, c'est-à-dire que vous aviez, dès l'origine, l'utilisation, par exemple, de satellites à des fins d'observation et donc à des fins d'utilisation dans les armées. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on constate une arsenalisation de l'espace. Une arsenalisation de l'espace, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des armes cinétiques et non cinétiques qui sont envoyées dans l'espace extra-atmosphérique et qui deviennent donc des éléments de confrontation. Vous en avez plusieurs exemples. Vous avez les satellites espions, bien sûr, mais vous avez aussi des satellites qui rentrent en collision avec d'autres satellites. Et puis, je vous ai mis ici l'exemple d'un tir ASAT. Un tir ASAT, c'est un tir qui vise à détruire un satellite en orbite basse. Alors, il y a aujourd'hui 3 États, la Russie, la Chine, les États-Unis, qui ont fait la démonstration de leur capacité à réaliser des tirs ASAT, des tirs anti-satellites. Évidemment, ils ont détruit leurs propres satellites, mais c'est une démonstration de puissance à l'égard, évidemment, de leurs compétiteurs. Alors, c'est un tir ASAT, c'est lourd de conséquences, vous le voyez, parce que ça génère des dizaines de milliers de débris dans l'espace, et donc c'est autant de munitions qui tournent en orbite aujourd'hui et qui polluent donc l'orbite basse. Autre espace, la très haute altitude. Très haute altitude, donc globalement entre 20 et 100 km, donc globalement entre la limite de l'espace aérien et l'orbite basse des satellites, l'orbite la plus basse des satellites. Cette très haute altitude était très peu investie jusqu'à une période récente et désormais elle est elle aussi arsenalisée par soit des ballons stratosphériques à des fins d'observation, soit des drones hypersoniques à des fins donc, de missiles. Alors, vous en avez très certainement entendu parler en 2023. Vous avez un ballon espion chinois qui a survolé le territoire américain et qui a fini par être abattu, d'ailleurs. Vous avez ici la vue de l'avion, du cockpit du chasseur états-unien qui a abattu cet avion. Et donc, l'espace, enfin, la très haute altitude, c'est un espace qui est très complexe technologiquement, tout simplement parce que c'est un espace qui est dangereux pour l'homme en raison du rayonnement solaire, mais également parce que vous devez, par exemple, pour intercepter, pour détruire ce ballon stratosphérique, il faut que l'avion approche à une vitesse stabilisée subsonique et réussisse en même temps à assurer un tir précis de son missile. Donc c'est un espace qui est extrêmement complexe pour manœuvrer et donc à maîtriser, mais c'est un espace qui aujourd'hui est vraiment une nouvelle frontière de la conflictualité en matière d'espace. Troisième domaine, là aussi où les frontières sont fluides, floues,
ce vaste continent liquide que constituent donc les grands fonds marins et la haute mer, qui étaient jusque-là très préservés finalement des conflictualités et qui, là aussi aujourd'hui, sont très clairement arsenalisés au fur et à mesure d'ailleurs de notre progrès technologique. Vous avez dans ce contexte-là des opérations agressives qui sont de plus en plus nombreuses, et là aussi, elles ne vous ont certainement pas échappé dans l'actualité, avec donc par exemple des sous-marins qui s'approchent des câbles sous-marins à des fins de captage des données optiques qui circulent dans ces câbles sous-marins. Et vous avez également le cas, par exemple, de l'endommagement volontaire de câbles sous-marins par des navires. Donc, par exemple, ici, un navire chinois qui, en décembre 2024, a endommagé donc, des câbles dans la mer Baltique. Donc, vous voyez que finalement, des fonds marins jusqu'au cosmos, on est dans des espaces qui n'ont ni frontières ni drapeaux et qui pourtant font l'objet aujourd'hui d'une arsenalisation, d'une prédation très forte et qui bénéficient notamment du fait que, encore une fois, les frontières y soient peu visibles, que ce sont des espaces qui sont soumis à une faible souveraineté. Et c'est ce qui m'amène à ma deuxième grande partie. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on en arrive à une époque où les conflits sont déterritorialisés? Alors, effectivement, dans ces espaces dont on vient de parler, on est dans des espaces qui sont dépourvus d'une souveraineté claire. Dans ces espaces qui sont les Global Commons, qu'on appelle aussi en français les espaces partagés, les espaces communs de l'humanité, vous les avez résumés ici, hein, l'espace, les océans, l'atmosphère, l'Antarctique, eh bien, effectivement, il est difficile d'appliquer la notion de souveraineté territoriale. Il y a une première difficulté qui est une difficulté juridique. Quand on parle d'absence de souveraineté, il y a une ambiguïté juridique qui crée une ambiguïté stratégique. Est-ce que ces espaces appartiennent à tout le monde ou est-ce que ces espaces n'appartiennent à personne? Et ça change tout, justement, en matière de stratégie de territorialisation. Deuxième problème, lorsque, là, toujours de problématiques d'ordre juridique, vous êtes là dans des espaces où un État ne peut pas dire ce territoire est à moi. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de la très haute altitude et de l'espace extra-atmosphérique. Globalement, au-dessus d'une limite approximative de 100 km d'altitude, vous n'avez plus de frontières. De même, au niveau maritime, je vous l'ai mis ici sur cette carte, au-delà de la zone économique exclusive de 200 miles nautiques, donc à peu près 370 km des côtes d'un État limitrophe, vous êtes dans la haute mer, il n'y a plus de souveraineté. Or, nous n'avons pas, aujourd'hui, en matière de droit des conflits armés, nous n'avons pas d'autre façon de qualifier un conflit que de le matérialiser par une violation d'une frontière. Autrement dit, là, dans ces espaces communs, on est face à une difficulté pour qualifier un conflit. Comme il n'y a pas de violation de frontières, on ne peut pas qualifier un conflit alors même que le conflit est existant. Deuxième problème, comment se comporte la géopolitique face au vide? Eh bien, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la géopolitique, elle a horreur du vide. Et donc, vous avez deux stratégies qui sont mises en place par les puissances en compétition. C'est la stratégie du fait accompli, il n'y a personne, donc je prends la place, ou la stratégie de la contestation par le droit, l'instrumentalisation du droit, la guerre par le droit, ce qu'on appelle le lawfare. Alors, j'en donnerai rapidement deux exemples. La stratégie du fait accompli, c'est ce qu'a fait donc ce bathyscaphe russe en 2009, qui a planté un drapeau russe à la verticale du pôle Nord. Voilà. J'ai la compétence technologique, je plante mon drapeau, je peux aller à 6000 mètres de fond, je suis chez moi, ceci est à moi. Donc, le fait accompli, donc il faut dire que la Russie nous a quand même pas mal habitués à cette stratégie. Les Chinois, eux, utilisent plutôt la guerre par le droit, c'est-à-dire qu'ils contestent le droit international, ils proposent un droit alternatif. Et par exemple, le droit de la mer, tel qu'il est reconnu par la Convention de Montego Bay depuis 1982, c'est de dire, si vous êtes un territoire côtier, si vous avez donc un territoire où vous avez une côte, eh bien, vous êtes souverain sur une zone d'à peu près 200 miles nautiques. Eh bien, la Chine inverse.
le droit de la mer, notamment en Chine, en mer de Chine méridionale, elle a créé le concept de méritoire, c'est-à-dire je parcours cette mer depuis des millénaires, donc c'est à moi, j'en revendique la souveraineté. Donc elle inverse le droit maritime international. Donc finalement, on est dans des espaces où la souveraineté est peu visible, où les stratégies de territorialisation sont floues, mais néanmoins existantes. En fait, il ne s'agit pas du tout de conflictualités qui sont déterritorialisées, mais il s'agit de nouvelles stratégies de territorialisation. En fait, on est dans des espaces où on rentre dans une territorialisation qui est fonctionnelle. C'est-à-dire que dans le cyberespace, dans l'espace, un État ne peut pas dire, voilà, ici c'est à moi, ce carré de mer, ce carré d'espace de vide sidéral, c'est à moi. En revanche, il peut dire, j'ai la maîtrise technologique de telle fonction dans cet espace. Donc, j'y suis souverain. Donc, c'est votre maîtrise technologique qui crée votre souveraineté. C'est ça qu'on appelle la souveraineté fonctionnelle. Ça n'est pas autre chose que ce que dit le professeur Lessing quand il dit à Harvard « Code is law ». Le code, c'est la loi. Les codeurs font la loi dans le cyberespace. Alors, nous rentrons dans notre dernière partie, les nouvelles frontières, avec un grand F cette fois, les nouveaux champs de la conflictualité, ou quels sont les nouveaux champs de bataille qui se profilent donc devant nous, qui sont les nouvelles frontières à conquérir. D'abord, le champ de bataille des narratifs. Là, on est purement dans la guerre informationnelle qui a déjà commencé. Cette guerre informationnelle, elle vise le cyberespace, les réseaux sociaux, elle vise à perturber, elle vise à influencer, elle vise à contrôler l'information à des fins de stratégie opérationnelle. Vous en avez un exemple ici. L'idée, c'était de mettre en difficulté par de fausses informations les armées françaises au Mali, donc en faisant croire que les Français s'accaparaient des mines d'or ou en faisant état de charniers qui auraient été laissés par les armées françaises. C'est ainsi qu'on peut dire qu'au Mali, on a mené une opération militaire victorieuse, mais qui s'est muée en un échec politique, parce qu'on a perdu cette guerre informationnelle. Par ailleurs, bien sûr, vous avez également dans ces espaces-là, dans cette guerre informationnelle, des stratégies politiques aussi. L'ingérence dans les élections, les objectifs ne sont pas militaires, ils sont politiques. Donc vous voyez que la frontière là qui se joue dans la guerre informationnelle, c'est la frontière entre le vrai et le faux. Et la difficulté qui sera la vôtre, c'est qu'avec l'IA, vous allez rentrer de plus en plus dans une temporalité où la frontière entre le vrai et le faux sera extrêmement difficile à établir. Le nouveau champ de bataille qui se profile dans les 10 prochaines années, c'est la guerre cognitive. Ce sont vos cerveaux. C'est-à-dire que là, on dépasse la guerre informationnelle. L'idée, ça n'est pas d'agir sur ce que vous croyez, c'est d'agir sur la façon dont votre cerveau traite l'information. Donc la cible des prochains conflits, ce sera votre amygdale, ce sera votre hippocampe, c'est-à-dire les parties de votre cerveau qui traitent les émotions et qui les font passer dans le système cognitif. Un exemple, ici, une photo prise de Sukhoi chinois par des Sukhoi chinois. Vous allez dire, bon, ils se prennent en photo les uns les autres, c'est chouette, ça fera bien dans la salle de débriefing. En fait, cette photo-là, elle a été balancée sur les réseaux sociaux taïwanais. C'est de la guerre cognitive. Pourquoi ? Parce que les Taïwanais reconnaissent en arrière-plan des montagnes de Taïwan et ils se disent que si ces chasseurs, si ces Sukhoi réussissent à rentrer comme ça sans qu'il ne se passe rien dans l'espace aérien taïwanais, ça craint. Et que donc, l'émotion provoquée, c'est la peur. Et quand c'est drillé dans le système cognitif, ça provoque eh bien, un doute sur la capacité du gouvernement taïwanais à les défendre. Dernier élément, et je terminerai là-dessus, finalement, la nouvelle frontière pour notre réflexion, c'est de penser l'impensable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réussisse, en matière géopolitique, à s'abstraire de nos représentations. Lorsque vous pensez frontière, vous avez pensé à une limite physique tout à l'heure. En réalité, nos frontières, elles sont surtout des représentations mentales. La preuve, c'est que les frontières, elles peuvent bouger dans la réalité du terrain,
mais elle ne bouge pas forcément dans notre tête. Et il y en a un qui a eu beaucoup de mal et qui n'a pas réussi à faire bouger la frontière dans sa tête, c'est Vladimir Poutine. Les frontières de l'URSS ont disparu, mais pourtant, dans l'univers mental de beaucoup de Russes, ces frontières sont toujours actuelles. Et c'est ce qui explique en grande partie le conflit russo-ukrainien. Et je vous invite aussi, bien sûr, à penser l'impensable, si vous voulez être de bons analystes prospectifs stratégiques, c'est-à-dire que la frontière dans nos représentations, elle délimite le nous et le eux. La frontière, c'est la délimitation de l'altérité. Or, il y a peu d'analystes qui ont réussi à imaginer qu'une telle violence verbale, commerciale, symbolique s'exercerait à l'encontre des alliés des États-Unis au sein de l'OTAN. Donc ce qu'on considérait comme un tout, ce qu'on considérait comme nos frontières, en réalité est évidemment en voie d'effritement, et notamment parce que nous n'avons pas réussi à l'anticiper, parce que nous n'avons pas réussi à nous abstraire de nos représentations. Donc je conclurai en disant que, loin d'effacer les frontières, les conflictualités actuelles qui se déroulent dans des espaces où les frontières sont fluides sont en réalité en voie de territorialisation. Et que donc on a, et c'est ce que dit le géographe spécialiste des frontières Michel Fouché, on est dans une phase de grand retour des frontières. C'est le bouquin qu'il a écrit en 2007. Plus qu'avant, nous retrouvons une barriérisation du monde. Alors bien sûr, j'ai assisté dans mon propos sur la notion de fermeture, sur le contrôle que génère une frontière, mais une frontière aussi, c'est bien entendu une interface, un espace d'échange, et ça, mes camarades en parleront bien mieux que moi. Je vous remercie.